Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle affaire. Aujourd'hui, je vous partage une histoire aussi intéressante qu'étonnante. Dans cette affaire, on va découvrir comment une femme a réussi à manipuler tout le monde. Son entourage, la police et même le juge. Une femme qui vit pour le mensonge et dans le mensonge. Une femme qui change de récit et de version en fonction de la situation et des personnes. Elle est surnommée aujourd'hui la veuve noire de Keller. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Nous sommes dans la ville de Keller, au Texas, dans la nuit du 13 octobre 2011. Cette nuit-là, Greg Williams est retrouvé mort dans son lit par sa femme Michelle. Il a reçu une balle dans la tempe droite. Il est 4h40 lorsqu'elle contacte le 911. Elle déclare alors qu'un intrus est entré à leur domicile et a tué son mari. Voici un extrait de l'enregistrement du 911 entre Michelle et l'opérateur des urgences. 911, where is the emergency? Oh my God, somebody was in the house. I got hit really hard. You were hit in the head? Quelques heures après la mort de Greg Williams, sa femme Michelle est amenée au poste de police pour être interrogée. C'est là qu'elle déclare qu'elle dormait sur le canapé du salon avec sa fille de 4 ans, Michaela, lorsqu'au milieu de la nuit, un bruit fort l'a réveillée. Elle s'est levée pour voir ce qui l'a réveillée lorsqu'elle a été frappée au visage. Elle a alors perdu connaissance. Elle a une ecchymose sur sa joue montrant qu'elle a bel et bien été frappée. Elle a ensuite déclaré que lorsqu'elle a repris connaissance, au bout de quelques secondes, elle est allée voir son mari. C'est là qu'elle a découvert qu'il était mort. Il avait reçu une balle dans la tête et donc c'est là qu'elle a appelé le 911. Michelle a décrit l'intrus comme complètement vêtu de noir et avec un fort accent campagnard. Ça, c'est la déclaration de Michelle. Et les enquêteurs l'ont trouvé étrange. Ils l'ont trouvé étrange tout simplement car sa déclaration ne concorde pas avec les éléments trouvés sur la scène du crime. En fait, sur la scène du crime, ils ont découvert une arme ainsi qu'une clé à molette. Cette arme est celle qui a servi au meurtre et la clé à molette est celle qui a servi à frapper Michelle. Et il y a plusieurs choses d'étranges avec ces éléments. Tout d'abord, ces deux objets ont été laissés tout près de la porte arrière, la porte où l'intrus serait entré et serait sorti. Personne ne pouvait ignorer ces objets. Ils ont bien été mis en évidence pour qu'on tombe dessus. C'est plutôt étrange. Pourquoi l'intrus voulait à tout prix que les enquêteurs tombent dessus ? Autre élément suspect, l'arme ainsi que la clé à molette ont tous les deux été nettoyés. Quel intrus, quel tueur laisse l'arme du crime sur le lieu du crime et en plus de ça prend le temps de la nettoyer et ensuite la met carrément en évidence pour qu'on tombe dessus. Les mains de Greg aussi étaient nettoyées, toute la scène en général en fait a été nettoyée. Pour en revenir maintenant à la porte arrière de la maison, là où l'intrus serait passé, eh bien il n'y a aucun signe d'effraction. Enfin, il y en a si, mais il a été découvert que la porte était ouverte lorsque les marques d'effraction ont été faites. Tout simplement, il s'agit de fausses marques. Quelqu'un a fait les marques pour faire croire à une effraction. Dernier élément qui réfute l'hypothèse de l'intrus, le couple gardait dans la maison $20 000 et cet argent n'a pas été volé. Les enquêteurs sont donc méfiants, la scène de crime a clairement été mise en scène. Lors de l'interrogatoire, ils lui font alors savoir que son histoire ne correspond pas à la scène de crime. Ils lui disent clairement qu'ils ne croient pas du tout à son histoire. Il faut alors monter la pression sur Michelle pour qu'elle avoue, pour qu'elle dise la vérité. 8 fois, ils lui ont demandé ce qui est réellement arrivé à son mari et c'est au bout de la 8e fois que là, elle a décidé de changer
son histoire. Michelle change donc son histoire et affirme désormais que Greg s'est suicidé. Elle raconte alors qu'elle a fait passer son suicide pour un cambriolage afin que leur fille ne sache pas que son père s'est suicidé. Donc, dans le but de préserver sa fille. Je vais vous mettre maintenant un extrait de l'interrogatoire, vous montrer comment et pourquoi elle a changé d'histoire. En fait, l'enquêteur ne lui a laissé que 2 choix, que 2 scénarios possibles, c'est-à-dire que lui, il ne croit pas son histoire. Alors il lui a dit que soit il s'est suicidé, ou soit c'est elle qui l'a fait. Il lui a laissé uniquement ces 2 possibilités. Donc c'est là qu'elle a changé son histoire, et c'est là qu'elle a pris la possibilité 1 de l'enquêteur. Elle n'allait pas avouer être une meurtrière, donc forcément elle prend l'autre choix qui lui reste, et dans le même temps elle se fait passer pour une mère qui a voulu protéger sa fille. Protéger maladroitement sa fille, mais protéger malgré tout, on va dire. Either his is self-inflicted and you covered it up, or there's potential that you may have been involved. I did not hurt my husband, and he did not hurt himself. Okay. There was a man in my house. That's all I could say. One of the 2 things will happen. One of those 2 things, Michelle. I So, did not. okay. And again, You won't find that out because I didn't do anything to my husband. you need to tell me right now. No, I want you to tell me now. Please tell me now. If you did it and you covered it up, just tell me. He did. Huh? He did. I couldn't let her know this. Elle avoue également avoir mis en scène la scène de crime. Elle avoue avoir nettoyé l'arme, avoir nettoyé les mains de son mari. Elle a tout nettoyé avec des lingettes désinfectantes et avec de l'eau de javel. Elle avoue aussi s'être auto-infligé la blessure au visage. Et elle avoue aussi avoir fait les fameuses marques d'effraction sur le cadre de la porte pour faire croire davantage à un cambriolage. Après son interrogatoire, Michelle est libérée. Elle retourne alors chez elle et elle raconte la même nouvelle histoire de suicide à ses proches, à sa sœur ainsi qu'à ses fils. Un de ses fils a raconté que dès le départ, sa mère racontait des histoires différentes à différentes personnes sur la mort de son mari. Une fois, elle parlait de suicide, une autre fois, elle parlait d'intrus. She has told us both the stories of suicide and intruder. She has told us everything. It's like she can't decide which lies she wants to make herself believe more. Selon ses proches, elle avait l'habitude des mensonges. Il est temps d'ailleurs maintenant d'en savoir un peu plus sur cette fameuse Michelle, de rentrer un peu dans son histoire, dans son passé, de savoir qui elle est. À 17 ans, Michelle a épousé son premier mari. Ils ont eu 3 enfants. Enfin, ils en ont eu que 2 ensemble, mais Michelle a fait croire que leur premier enfant était le sien, alors qu'en réalité, il était l'enfant d'un autre homme. Au bout de quelques années, ils ont divorcé, il a payé une pension alimentaire pour ses 3 enfants, et c'est seulement au bout d'une dizaine d'années qu'il a appris qu'il n'était en réalité pas le père de son premier enfant. Michelle a ensuite rencontré un autre homme qui deviendra son second mari. Il s'appelle Brandon et on a un témoignage plutôt intéressant de ce Brandon. Il dépeint Michelle comme une menteuse et une manipulatrice. Il a déclaré que lorsqu'il devait se marier, Michelle a finalement avoué être toujours mariée à son premier mari. Brandon était alors furieux, mais elle lui a raconté qu'elle était toujours mariée, car en fait son mari l'avait maltraitée et trompée, et donc là elle avait peur de lui envoyer les papiers du divorce. Mais en réalité, son mari ne l'a jamais battue, ne l'a jamais maltraitée ni trompée, c'est elle qui l'a trompée. Mais ça, Brandon le saura bien plus tard. Michelle et Brandon se sont finalement mariés en 1994. Au début, tout se passait plutôt bien pour eux. Michelle changeait par contre régulièrement de travail. Une fois, elle a été licenciée pour vol. Elle a ensuite retrouvé un autre travail et elle a raconté à son mari
qu'elle travaillait de nuit dans le télémarketing, sauf qu'il a découvert qu'elle travaillait en réalité dans un bar topless. Michelle a également trompé Brandon avec plusieurs hommes. Brandon avait des doutes quant à la fidélité de sa femme, alors un jour il a décidé d'installer chez eux une sorte d'enregistreur audio et c'est là qu'il a entendu sur la cassette que sa femme le trompait, qu'elle avait eu des relations avec plusieurs hommes, au moins 2 hommes. À la suite de cette découverte, il a demandé le divorce et là ce fut la descente aux enfers. Michelle a tout fait pour se venger. Attention à ce qui va suivre pour les personnes sensibles à la souffrance animale. Je vais vous raconter 2 faits de maltraitance animale. Premier fait, alors que son ex-mari Brandon était au travail, elle est rentrée chez lui, elle s'est introduite chez lui et elle a versé un produit ménager dans son aquarium à poissons. Elle a littéralement empoisonné l'eau, empoisonné les poissons. Et second fait, Brandon avait également un chien, il avait un dalmatien et elle l'a également empoisonné et tué. Après ça, les choses se sont calmées, se sont tassées. Michelle est ensuite sortie avec un autre homme. Elle est sortie avec durant 8 ans et cet homme n'est autre que le véritable père de son premier enfant. Après 8 ans de relation, ça s'est terminé car il a découvert qu'elle le trompait. Elle le trompait avec Greg Williams. En conclusion de tout ça, Michelle a rencontré plusieurs hommes dans sa vie et elle les a tous trompés et manipulés. Et bien entendu, elle se fera passer à chaque fois pour la victime en disant que c'est elle qui était trompée. En tout cas, lorsqu'elle a rencontré Greg, ce fut via un site en ligne spécialisé dans les relations BDSM. C'est en 2007 qu'il se marie. Greg Williams est alors son 3e mari. Pour vous parler rapidement de lui, il s'est également marié 2 fois avant de rencontrer Michelle et il avait une fille nommée Taylor de sa première femme. Sa première femme s'appelle Cathy, ils se sont quittés en bons termes, ils avaient encore une relation cordiale. Je vous parle d'elle car vous verrez, elle reviendra un peu plus tard au cours de l'histoire. En tout cas, concernant Michelle et Greg, ils ont ensuite eu une petite fille qu'ils ont donc nommée Michaela. Greg a été un père très dévoué pour ses 2 filles. Et niveau travail, c'est un entrepreneur, il a sa propre entreprise informatique, son entreprise est florissante, il gagne beaucoup d'argent, il est décrit comme un bourreau de travail et un homme d'affaires prospère. Il a une maison à 800 000 $, il a une belle voiture, il a une nounou et une femme de ménage. Donc pour Michelle, c'est un peu le jackpot. La sœur de Greg, qui s'appelle également Michelle, elle s'appelle Michelle Fletcher, et son frère qui s'appelle Michael, n'appréciaient pas Michelle, ils ne la trouvaient pas gentille, pas sympa, pas agréable. Michael se souvient d'ailleurs du premier rendez-vous de Greg et Michelle, car il était présent ce jour-là. Ils étaient dans un bar et il n'a pas du tout apprécié le comportement de Michelle. Je ne vais pas prononcer le nom d'oiseau qu'il a utilisé, mais il a déclaré qu'elle faisait des choses à son frère, des choses que tu fais normalement dans une chambre. Michelle utilisait beaucoup la sexualité pour obtenir ce qu'elle veut des hommes. Michelle et Michael ont également déclaré que Michelle, ça fait beaucoup de Michelle, ne confondez pas les deux. En tout cas, le frère et la sœur de Greg ont raconté que sa nouvelle femme faisait tout pour creuser un fossé entre eux. Michelle Fletcher a raconté que sa belle-sœur faisait des petites choses pour la faire mal voir devant son frère. Elle a donné un exemple en disant que sa belle-sœur lui donnait des petites choses à faire dans la maison, sauf que c'était à l'opposé de ce que son frère voulait réellement. Donc le but, c'était qu'elle fasse mal les choses et que son frère ne soit pas content. La première femme de Greg, Cathy, a également rencontré Michelle puisqu'ils avaient la garde partagée de Taylor, donc forcément ils se côtoyaient et ils se voyaient de temps à autre. Et elle ne l'a pas du tout appréciée non plus, elle l'a trouvée fausse et elle a dit qu'elle mentait tout le temps.
En fait, tous les proches de Greg ne comprenaient pas ce qu'il faisait avec elle. Lui, il l'aimait vraiment. Il la traitait comme une reine, il lui achetait tout ce dont elle avait besoin, tout ce qu'elle voulait, elle avait tout. Un jour, elle lui a même supplié d'acheter un magasin de yaourt glacé, une petite boutique de yaourt glacé qui était en vente, et il l'a fait. Il a acheté ce magasin pour 50 000 $. Pour la sœur et le frère de Greg, Michelle en voulait uniquement à son argent. Je vais maintenant vous parler rapidement des déclarations des fils de Michelle sur leur mère, sur ce qu'ils pensent d'elle. Alors, ils n'ont pas du tout de bons souvenirs de leur enfance. Ils ont déclaré que leur mère n'a jamais été là pour eux, n'a jamais été présente. Ils ont dit qu'ils n'ont jamais été une priorité pour elle. Ils se souviennent avoir été constamment ballottés d'un endroit à l'autre, vers différents motels et caravanes, puisque Michelle fréquentait de nombreux hommes. Et ils se souviennent également qu'elle travaillait dans des clubs de striptease. À ce stade de l'affaire, tout accuse Michelle. Le seul hic, c'est qu'il n'y a pas de preuves matérielles puisqu'elle a tout effacé, mais ça reste tout de même la seule témoin du drame, la seule personne présente lors du drame. Il y a aussi ces déclarations changeantes, incohérentes. Une fois c'est un intrus, une autre fois il s'est suicidé. Et il y a également les déclarations de ses proches qui ne font que confirmer qu'elle ment. Je vais vous faire part de la déclaration de ses propres neveux. Ils ont déclaré que 2 jours avant la mort de Greg, elle avait plaisanté sur le fait de le tuer et ensuite elle avait pour projet de déménager au Mexique avec l'argent de l'assurance. Puis ensuite, il n'y a plus aucun doute sur la culpabilité de Michelle car le rapport d'autopsie et de toxicologie sont arrivés. Le rapport d'autopsie a confirmé qu'il s'agissait d'un homicide. Le médecin légiste a affirmé qu'il était impossible qu'il se soit suicidé. Quant au rapport toxicologique, il a déterminé que Greg avait une forte dose de sédatifs et d'analgésiques dans l'organisme. D'ailleurs, à ce sujet, Michelle a raconté une nouvelle histoire. Elle a dit que Greg prenait régulièrement du Tylenol. C'est un fort analgésique qui aide à dormir. Et elle a dit aussi avoir vu son mari en prendre la nuit où il a été tué. Pour l'ex-femme de Greg, Cathy, c'est un mensonge supplémentaire. Greg ne prenait pas ce genre de médicaments. Elle a même raconté qu'un jour, il avait subi une opération à la gorge et il avait refusé de prendre des analgésiques contre la douleur. Donc, il n'était vraiment pas du tout porté sur les médicaments et encore moins sur ce type-là, c'est-à-dire de somnifères, d'analgésiques. Par contre, Michelle, elle, était sujette à prendre des médicaments. Elle prenait notamment du Percocet et du Vicodin pour des douleurs chroniques qu'elle avait aux épaules et au dos. Il s'est ensuite posé la question, écoutez bien, si Michelle n'a pas pu droguer également sa fille cette nuit-là. Rappelons qu'elle dormait et qu'elle n'a absolument rien entendu, ni le coup de feu, ni les policiers qui étaient sur les lieux. Elle dormait vraiment profondément. Alors c'est une question malheureusement qui n'aura jamais de réponse, mais qui mérite malgré tout qu'on se la pose. Près de 3 mois après la mort de son mari, Michelle Williams est arrêtée pour son meurtre. Elle maintient toujours son innocence. Mais une semaine plus tard, une semaine après son arrestation, elle est finalement sortie de prison sous caution. Et alors qu'elle est libre comme l'air, elle commence ensuite à sortir avec un jeune homme, avec un homme qui s'appelle Gene Willis. C'est un ancien culturiste et un entraîneur personnel et c'est aussi le meilleur ami de son fils. Enfin, ex-meilleur ami, ça l'est devenu au moment où il a découvert qu'il sortait avec sa mère. Et alors que Michelle est donc en liberté sous caution pour le meurtre de son mari, elle fait à nouveau parler d'elle. Elle ouvre une entreprise de fitness avec son nouveau petit ami et elle en fait même la promotion pour un journal dans une vidéo. Et en plus de ça, elle travaille aussi dans un club de striptease.
Michelle allait donc être jugée pour le meurtre de son mari. Cependant, le procureur craignait que le jury l'acquitte, car le dossier restait assez faible, malgré les témoignages de ses proches, malgré ses déclarations contradictoires. Il n'y a pas de preuves matérielles, il n'y a pas d'ADN, pas d'empreinte sur l'arme, pas de résidus de balles sur ses mains. La scène a complètement été nettoyée. Alors, par crainte que le jury la déclare non coupable, le procureur a décidé de lui proposer un accord de plaidoyer. Ainsi, ce n'est pas un jury qui décidera de son sort, et avec cet accord, il est sûr qu'elle passera au moins quelques années en prison. Il ne voulait vraiment pas prendre le risque qu'elle ressorte en femme libre, et surtout avec son nom blanchi. L'accord annule alors l'accusation de meurtre sur son mari et propose une autre accusation, une accusation moindre, falsification de preuves et conduite mortelle. Conduite mortelle, ça signifie qu'elle a manié l'arme, mais de manière irresponsable. Michelle a accepté l'accord. Elle l'a accepté tout simplement pour ne pas prendre le risque de perdre le procès et d'être condamnée à la prison à vie. Car avec l'accord, elle risque là une peine allant de 2 ans et demi minimum de prison à 20 ans maximum. Par contre, comme elle a accepté l'accord, là elle a avoué avoir tiré sur son mari de manière irresponsable, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas l'intention de tuer. À ce stade de l'affaire, Michelle est donc libre, elle a accepté l'accord et là, elle est dans l'attente de la détermination de sa peine relative donc à cet accord de plaidoyer. Mais durant cette attente, elle a tenté de retarder les choses, elle a tenté de retarder son incarcération. En fait, sa condamnation approchait à grands pas, donc elle a tenté le tout pour le tout dans le but de retarder l'échéance de sa condamnation. Elle a déclaré au juge être enceinte de jumeaux. Apparemment, une échographie aurait été faite, ça avait l'air vrai, ça avait l'air sérieux. Tout le monde l'a cru, elle était convaincante, elle a raconté une histoire convaincante. Rappelez-vous que c'est une menteuse notoire. Le juge a donc accepté de retarder la détermination de sa peine jusqu'à la naissance des bébés. Michelle restait donc libre comme l'air quelques mois supplémentaires. Sauf qu'il a rapidement été découvert que tout cela n'était qu'une supercherie, c'était un mensonge. Il a été découvert qu'elle n'a jamais consulté un seul médecin. Mais elle a vraiment réussi à manipuler et à tromper tout le monde, le procureur, le juge, les journaux. Et une fois sa supercherie découverte, elle a tenté un nouveau mensonge dans le but de se protéger et de cacher son mensonge initial. Elle a raconté avoir fait une fausse couche. Mais il s'agissait là, oui, d'un nouveau mensonge encore. Et à la suite de toutes ces découvertes, le juge a annulé sa liberté sous caution. Michelle est alors en prison dans l'attente de son audience. Sa sœur a déclaré que c'était dans ses habitudes de simuler des grossesses, de simuler des fausses couches pour attirer notamment l'attention. Ce n'est donc pas la première fois, malheureusement, qu'elle raconte ce genre d'histoire. Puis nous voilà maintenant quelques jours seulement avant l'audience de détermination de sa peine. Il y a encore un nouvel événement. Michelle revient à son histoire d'origine. En fait, alors qu'elle était en prison, elle a accordé une interview et dans cette interview, elle a raconté que Greg a bel et bien été tué par un mystérieux intrus. Elle a commencé à raconter une histoire sans aucun sens. Elle a raconté qu'un intrus est rentré chez eux, que Greg a attrapé son arme qui se trouve dans sa table de chevet, mais que l'intrus lui a pris des mains et c'est là qu'il l'a tué. Mais ensuite, elle a raconté que l'intrus est entré avec sa propre arme et elle a même parlé à un moment donné de plusieurs intrus. Donc voilà une histoire vraiment pleine d'incohérences. Et elle a carrément déclaré à un moment penser savoir qui était l'intrus. Elle a laissé penser qu'il s'agissait d'un proche.
Le juge a rapidement appris que Michel est revenu sur son histoire initiale et c'est là qu'il a décidé d'annuler l'accord de plaidoyer et de l'emmener à un procès pour meurtre. Car avec l'accord, Michel avait admis avoir tiré. Sauf que là, elle change son histoire et elle se déclare innocente. Elle dit que c'est un intrus qui a tiré. Donc ça annule tout simplement l'accord. Apparemment, Michel semblait plutôt confiante à gagner le procès. Sauf que nouveau rebondissement, à nouveau, encore une fois, cette fois c'est la veille de son procès, Michel et son avocat reviennent sur l'histoire du suicide. C'est clairement sans fin. Et en plus de ça, tous ces changements d'histoire vont en sa défaveur. Le procès c'est demain et elle change à nouveau son histoire. Ça ne va pas l'aider. Trois ans après la mort de Greg Williams, le procès a lieu. Nous sommes alors en septembre 2014. Lors du procès, Michelle Williams ne prend jamais la parole car forcément elle aurait dû donner des explications quant à ces différentes histoires. Mais pour la défense, ça rend la défense compliquée, il est difficile de la défendre. Le premier à prendre la parole est son fils Andrew. Il a raconté qu'après la mort de Greg, sa mère a tenté de l'utiliser dans le but d'accuser l'ex-femme de Greg, Kathy, du meurtre. Écoutez ça. She said, call some friends, tell them to pick up an extra large sweater, go somewhere and fire a pistol so that the gunpowder residue would get onto the sweater, break into Kathy's car, hide the sweater under a seat, and go to a payphone and call 911 and leave an anonymous tip so that cops would search her car and find the sweater. L'accusation a ensuite déclaré que Greg ne se serait jamais suicidé. D'ailleurs, aucun de ses proches ne croit à la thèse du suicide. Greg aimait la vie, il n'avait aucun problème, il avait des projets et il n'aurait jamais fait ça à sa famille, à ses filles. He was tired from working long hours, but he was very happy and bubbly and telling me all about the plans he had for the new house they were buying. Mais c'est surtout la position de la blessure par balle qui prouve qu'il ne s'agit pas d'un suicide. Il a été déterminé que l'arme se trouvait à environ 60 cm de sa tête lorsque le coup a été tiré. Donc pour un suicide, ça fait loin. Et pour l'accusation, le motif du meurtre serait l'argent. Avec sa mort, Michel empocherait 850 000 $ d'assurance vie. Et à savoir que la police d'assurance vie a été souscrite 2 mois avant la mort de Greg. Et pour l'accusation, ce serait l'achat de la nouvelle maison qui aurait conduit à sa mort. En fait, ils ont déclaré que Greg gagnait 800 000 $ par an et Michel dépensait excessivement. Elle a dépensé la majeure partie de sa fortune. Et ils étaient à quelques jours seulement d'acheter une nouvelle maison, sauf qu'au vu des dépenses excessives de Michel, il n'était pas en mesure de l'acheter. D'ailleurs, il ne pouvait même pas verser la mise de fonds pour la maison. Il ne restait sur leur compte que 28 000 $. C'est beaucoup 28 000 $, on est d'accord, sauf que lui, il gagnait 800 000 $ par an. Alors imaginez un peu comment elle pouvait dépenser. Et la maison qu'il s'apprêtait à acheter coûtait, elle, 4,5 millions de $. Il n'avait clairement pas les fonds pour acheter une telle maison. L'accusation pense alors que Greg a fait part de son intention de ne plus acheter la maison, une dispute s'en serait alors suivie et peut-être qu'à la fin il a quitté ou peut-être qu'il a décidé de réduire ses dépenses, alors elle a décidé de le tuer. L'ex-femme de Greg, Kathy, a elle par contre une toute autre hypothèse. Elle pense que Michel a fait ça pour l'argent, oui, mais aussi pour être avec son petit ami. Elle pense que sa relation avec Jean Willis a commencé alors que Greg était encore en vie. Il est alors possible que Greg ait découvert sa liaison, il est alors prêt à la quitter et à divorcer. Et donc c'est là qu'elle a décidé de le tuer. Car avec le divorce, elle se serait retrouvée sans rien et terminait alors son train de vie. À la fin du procès, Michel est reconnu coupable de meurtre
elle est condamnée à 60 ans de prison. Elle sera éligible à la libération conditionnelle lorsqu'elle aura 74 ans. Cette affaire pourrait s'arrêter là. Michelle a été condamnée pour le meurtre de son mari, sauf qu'une ancienne affaire la concernant est aussitôt ressortie. La sœur de Greg, Michelle Fletcher, est convaincue que Michelle Williams a tué, en plus de son frère, son mari, Bryn. En 2010, 10 mois avant l'assassinat de son frère, Michelle Fletcher a dû faire face à la perte de son mari, Bryn Fletcher. Et elle pense que c'est sa belle-sœur qui est coupable de la mort de son mari. Bryn travaillait pour Greg, il était donc son employé, mais en plus de ça, il était aussi et surtout son meilleur ami et son confident. Et le jour du drame, il est parti en voyage d'affaires, sauf qu'il n'est jamais arrivé sur son lieu de travail. Il est parti à 6h30 du matin et à 17h, sa femme n'avait eu aucune nouvelle de lui de toute la journée. Au cours de la journée, plusieurs personnes ont tenté de l'appeler, mais en vain. Sa camionnette a par la suite été retrouvée, abandonnée avec son corps dedans. Il avait reçu une balle dans la tête. Pourquoi Michelle Fletcher accuse sa belle-sœur Michelle Williams d'être impliquée dans le meurtre de son mari? Car le jour où il est parti en voyage d'affaires, c'est Michelle Williams qui lui a préparé son itinéraire. Bryn ne connaissait pas la région et Michelle avait l'habitude de lui programmer son GPS, elle avait l'habitude de lui fournir ses itinéraires de travail. Et pour ce voyage d'affaires, elle lui a préparé spécifiquement une carte avec des instructions, avec quelle route et quelle direction prendre. Bryn a donc suivi les instructions que Michelle lui a faites. Il a pris l'autoroute 34 et après environ 45 minutes de route, Bryn a quitté la route et il est entré dans un petit sentier. C'est vraiment un sentier petit et qui mène nulle part. Autour, il y a des champs, il y a des terres. Il y a uniquement une tour de guet au bout de ce sentier et donc c'est là qu'il a été retrouvé. Et pour Michelle Fletcher, sa belle-sœur connaissait cet endroit et elle lui a préparé une carte qui l'a emmenée tout droit dans un piège. Et c'est lorsqu'elle a été accusée du meurtre de son frère que Michelle Fletcher a commencé à avoir des doutes et a commencé à penser qu'elle pouvait aussi être impliquée dans la mort de son mari. Sauf que les enquêteurs, eux, ont conclu que Bryn s'est suicidé. Il se serait tué avec sa propre arme. Et Michelle Williams a d'ailleurs orienté les enquêteurs vers le suicide. Elle leur a dit que Bryn avait déjà tenté auparavant de se suicider avec des médicaments. Elle a aussi raconté qu'un peu plus tôt, Bryn venait de se disputer avec son mari Greg. Greg l'aurait critiqué par rapport à son travail et selon Michelle, Bryn ne l'aurait pas supporté. Mais pour sa femme, il ne s'est pas suicidé, il planifiait l'avenir et tout allait vraiment bien le jour où il est parti en voyage d'affaires. Autre élément suspect, dans les rapports de police, Michelle Williams est enregistrée comme la personne à contacter. Habituellement, c'est le conjoint ou la conjointe, mais là, étrangement, c'est la belle-sœur. Alors ce n'est pas sa femme qui a demandé, qui a permis que ce soit ainsi, c'est Michelle Williams elle-même qui a fait la démarche, qui a déclaré à la police de la mettre comme la personne à contacter. Et d'ailleurs, c'est elle qui donnait à la police toutes les infos, les renseignements, qui répondait aux questions, car sa femme, Michelle Fletcher, était anéantie forcément, elle était bouleversée, elle était en pleurs. Alors Michelle Williams a tout simplement profité de la situation et elle a d'ailleurs dit aux enquêteurs de ne pas parler à sa femme, qu'elle était bouleversée. Elle leur a même dit de lui cacher certaines choses pour ne pas la déranger. Elle a dit qu'elle s'occuperait de tout. C'est tout de même très étrange qu'elle prenne autant les choses en main. À savoir aussi, écoutez bien, elle a fait signer des papiers à sa belle-sœur alors qu'elle était en plein chagrin, alors qu'elle était complètement bouleversée. Donc elle ne réalisait pas ce qu'elle signait, mais elle a rapidement réalisé qu'elle avait signé en fait un document pour que Bryn soit incinéré. Là, ça fait beaucoup quand même.
Michelle Fletcher pense aussi que sa belle-sœur s'est créé un alibi. En fait, le jour du drame, elle a passé environ 6 appels téléphoniques aux membres de sa famille pour leur dire qu'elle était en train de faire ses courses chez Target. Et lorsque Michelle Fletcher a rassemblé ses émotions, a pris conscience de la situation, elle a appelé la police pour leur faire part de sa théorie, mais malheureusement, il était trop tard. Pourquoi Michelle Williams aurait tué son beau-frère? Pour quelle raison? Pour Michelle Fletcher, Bryn était sur le point de parler à Greg du comportement incontrôlable et problématique de sa femme. C'est son meilleur ami, c'est son plus proche confident, et là il allait lui parler à cœur ouvert de sa femme Michelle. Notamment de l'argent qu'elle dépense excessivement, mais aussi d'une histoire accusant la première fille de Greg, Taylor, d'avoir tenté d'empoisonner sa belle-mère. Et oui, c'est une histoire folle que je m'apprête à vous raconter. En fait, Michelle a accusé Taylor de l'avoir droguée. À ce moment-là, Taylor avait 12 ans et selon Michelle, elle aurait glissé de la drogue dans son café et elle aurait aussi tenté de droguer sa belle-sœur Michaela. Michelle a passé 2 jours à l'hôpital pour overdose. Elle avait des antidépresseurs et des stupéfiants dans son organisme. Et à la suite de cet événement, Greg a envoyé sa fille dans un centre de désintoxication. En fait, au départ, Michelle a tenté de faire croire à Greg que sa fille était accro aux médicaments, mais Greg avait du mal à y croire, alors elle est passée à l'étape supérieure en mettant de la drogue dans son propre café et en accusant Taylor. Je rappelle qu'elle n'avait que 12 ans. Greg était lui très investi pour ses filles, mais pour autant dans cette histoire-là, sur ce coup-là, il a accusé sa fille alors qu'il n'avait aucune preuve. Mais comme vous le savez, à ce stade de l'affaire, Michelle est vraiment douée pour manipuler son monde. Mais pourquoi Michelle a fait tout ça? Eh bien pour éloigner Taylor de son père. Au début, elles étaient toutes les deux assez proches, elles allaient faire les magasins ensemble, sauf qu'au fil du temps, elle a commencé à être jalouse de la relation qu'avait Greg avec sa première fille et aussi avec la mère de sa fille. Pour en revenir à Bryn, il passait beaucoup de temps au domicile de Greg et Michelle, alors sa femme pense que peut-être il a appris la vérité sur cette histoire, peut-être il a entendu, découvert ou vu quelque chose sur sa belle-sœur. Michelle l'aurait alors fait taire. Et si Greg avait appris que c'est Michelle qui s'est auto-droguée et qui accusait sa fille, il aurait tout de suite demandé le divorce. Pour en revenir maintenant à la mort de Bryn, il y a plusieurs incohérences. Tout d'abord, la quantité de sang retrouvée ne correspond pas à un suicide. Il n'y a aucun sang sur l'appui-tête, le tableau de bord et le pare-brise, mais par contre il y a une petite tache de sang sur le capot du véhicule. Autre élément, c'est l'endroit où l'arme a été retrouvée qui est étrange. L'arme reposait parfaitement sur sa poitrine. S'il s'était suicidé, s'il avait tiré dans sa tête, l'arme ne se serait pas retrouvée à cet endroit. On dirait plus que l'arme a été posée sur sa poitrine. Autre élément encore, dans la voiture se trouvait un oreiller gris taché de sang et sa femme ne comprend pas la présence de cet oreiller, elle ne l'a jamais vu de sa vie et Bryn n'avait jamais d'oreiller dans sa voiture. Autre incohérence, le médecin légiste a dit que Bryn a reçu une balle juste entre les yeux, alors que le rapport de police indique lui qu'il a été abattu du côté droit. Et l'un comme l'autre, c'est problématique. Il est peu commun déjà que quelqu'un se suicide en se mettant une balle entre les yeux, et puis concernant l'autre rapport, il a reçu une balle du côté droit, alors que Bryn est gaucher. Et un autre rapport encore parle cette fois d'un tir dans la bouche. On peut dire que l'enquête a été bâclée. Et il y a encore d'autres incohérences, d'autres éléments bizarres, mais je ne vais pas tous vous les citer. Michelle agissait tout simplement bizarrement, que ce soit avant ou après le meurtre. Elle disait à qui veut l'entendre que Bryn était suicidaire. Le jour de sa disparition, elle a appelé plusieurs fois plusieurs personnes disant qu'elle était inquiète alors qu'il n'avait pas encore lieu de s'inquiéter. Et après le meurtre, elle avait l'air de connaître le lieu du drame alors que personne ne savait encore exactement où c'était. Et puis d'autres choses encore.
Sauf que malheureusement, on ne saura jamais la vérité sur cette affaire car l'affaire est close, le dossier est clos et la police ne compte pas rouvrir le dossier. Bryn a été incinéré et son véhicule a été détruit. Et quant à Michelle Williams, forcément, elle nie toute implication dans la mort de Bryn Fletcher. La fille de Michelle et Greg, Michaela, est aujourd'hui âgée de 17 ans. Après l'arrestation de sa mère, elle était sous la garde d'amis de la famille et elle allait voir sa mère en prison. Je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette affaire, mais je vais condenser. La principale chose que je souhaite dire, c'est que Michelle est une femme dangereuse et manipulatrice. Elle est prête à tous les mensonges pour obtenir ce qu'elle veut. Elle n'a aucun scrupule à mener en bateau un juge et à accuser une jeune fille de 12 ans de l'avoir droguée. Sa place est définitivement en prison. Concernant la mort de Bryn, l'affaire a complètement été bâclée. J'espère qu'elle sera un jour rouverte, même si honnêtement j'ai un doute là-dessus. Toutes les preuves ont été détruites. J'espère que cette vidéo vous a plu, je l'ai trouvée personnellement très intéressante. On en apprend davantage sur la nature humaine et sur ce que l'homme est capable de faire. Dites-moi ce que vous en avez pensé et quant à moi, je vous dis à la fois prochaine pour une nouvelle vidéo.